à différents moments, je fais référence au 9e pays. Et donc, pour votre compréhension, en fait, sachez que le 9e pays, c'est une très ancienne légende estonienne sur laquelle Peter Handke a beaucoup écrit. Et le 9e pays, c'est le pays de la narration, en fait. C'est le pays dans lequel on raconte, ou on se la raconte, ou on vous la raconte. C'est le pays c'est le pays des histoires, le pays des récits. Voilà, ce livre suit une progression. Il a une dimension de fiction et aussi de biographie. Et donc ce livre, il suit des âges différents que je vous indiquerai avant chaque chapitre que je vous en lirai. Le premier, c'est 7. Un bref moment, la poésie ressemblait à un jeu. J'écrivais ce genre de poésie vers 7 ans. J'en donnais lecture à l'école et à la maison devant un public complaisant. Tout ce qui se dit poème n'est pas poème. C'est même une chose plutôt rare. Je regrette d'avoir provoqué l'hostilité de ma fratrie pour ce qui était dit poème, mais ne l'était pas. Ma mère eut l'idée d'une commande pour ma grand-mère. Elle imaginait un poème encadré sous le sapin. Sur le moment, la chose me parut faisable. Je me croyais une puissance sans limite. Mais par la suite, les mots, généralement aimables avec moi, devinrent blessants comme des chardons. Conscient et volontaire, le geste d'écrire demandait un effort hors du commun. Ce poème, je n'ai jamais pu l'écrire, ni aucun autre peut-être. Faut-il condamner l'enfant qui ne croit plus au Père Noël à le devenir lui-même ? Effrayé, à l'idée de décevoir, j'ai donné pour mien un poème tiré d'un livre de lecture. Ma mère l'a recopié sur un papier à motifs fleuris. À Chaville, pendant les fêtes, il y eut sur un mur du salon le poème d'un autre portant ma signature. La honte m'obligeait à faire de grands détours dans cette maison immense qui les rendait possibles. Cette année-là, tous les invités marquèrent une station solennelle devant ma précocité. Le 25 décembre, j'ai surpris ma grand-mère qui lavait ses cheveux dans le bac à douche. Pour la première fois, j'ai réalisé que son chignon enroulait une longueur de cheveux noirs et brillants. Cette vision aurait pu faire le poème attendu, elle l'aurait mérité. Au retour des vacances, je suis passé aux aveux. Je pressentais que l'écriture ne reviendrait jamais sans une vérité solide. Devant ma révélation un peu théâtrale, chacun a pu jouer sa partition. Ma mère a pleuré, mon père m'a traité de menteur, et ma fratrie a été soulagée d'en avoir fini pour longtemps avec l'exhibition de mes talents. Il fallut téléphoner à ma grand-mère pour me repentir. À l'autre bout du combiné, elle m'a tendu sa longue chevelure pour me sortir de l'eau. Elle a dit « Ce poème, tu aurais pu l'écrire et tu en feras de plus beau. » L'histoire a eu sa postérité. Vidant la maison d'une grand-mère aux cheveux longs et négociant le prix à payer pour des objets que je voulais garder, j'ai retrouvé le poème dans une boîte à couture. Plus récemment, racontant l'histoire à celui pour qui je construis une patience, il écrivit en retour « Prendre mes risques ne suffira plus, il me faudra aussi prendre les tiens. » C'est une chose qui peut se produire dans le 9e pays, qu'un poème commandé en 1977 soit écrit des années plus tard par un autre pour vous relever d'une faute qui empêchait d'écrire. Ce qui reste pourrait se dire ainsi, quand le mensonge s'est défait, l'amour est demeuré plus fort. 12. Sur le parking des colonies de vacances, j'attendais le héros de l'été. Où était-il ? Parfois, il apparaissait au premier regard, parfaitement reconnaissable. D'autres fois, il fallait inventer un soleil pour un garçon plus solitaire, embellir l'autre avant de l'aimer. Toute une nuit, j'ai dormi dans la voie de Mélina Mercouri. Les Pyrénées, c'était tout autre chose que les Alpes. Hugo est arrivé avec son rire en tombant de kayak. Dans le dortoir, son lit était à quelques rangées du mien. Le soir, je lisais avec une lampe de poche. Il posait des questions à propos du livre. Je crois que mes réponses ne l'intéressaient pas. Quand Hugo m'a appelé derrière la cloison de la douche, près des lavabos, j'ai senti sa nudité couler à mes pieds dans un filet d'eau chaude. Une place m'attendait sous cette douche. Peut-être m'attend-elle encore sans juger ce que fut ma peur. Un jour, qui dure encore, un vol de confiserie est signalé, suivi d'un ultimatum menaçant. Dans ce jour,
les vacances se sont recomposées en camp militaire. J'avais un bermuda jaune et les jambes lacérées par les genêts au cours de longues marches forcées pour un aveu qui ne venait pas. Dans la nuit des Pyrénées, sous une tente, tout le sang d'Hugo est passé par mes paumes. Plusieurs garçons se sont dénoncés, mais la stratégie trop évidente est restée sans effet. À mon tour, je me suis avancé comme l'innocent que j'étais et que je ne suis plus. Quel dieu grec attendait derrière l'arbre pour accomplir une prophétie qui me concernait, mais dont je ne savais rien? Apprends-le-moi au reste, ma beauté. Une dure sentence est tombée qui m'a fait coupable d'un vol que je ne pouvais même pas me représenter concrètement. Pour la première fois, la porte du 9e pays est restée absolument fermée. Sous un soleil qui faisait transpirer, les garçons m'ont giflé l'un après l'autre, au nom d'une philosophie pervertie, comme elles le sont toutes, je le sais par la vie et l'étude. Hugo portait une bague à l'annulaire et moi une boucle dorée à l'oreille droite. Sa gifle aurait pu être une caresse. Elle a été forte et non feinte pour le spectacle de la virilité qu'il fallait donner. Si nous sommes vivants après la fin du monde, il reste possible de penser cette situation. Longtemps, j'ai rêvé qu'Hugo soit le vrai coupable de ce vol, pour que l'histoire prenne au moins le sens d'un sacrifice. Pour les Grecs, le contraire de la vérité n'est pas le mensonge mais l'oubli. C'est une vérité que je n'oublie jamais. Ce qui reste pourrait se dire ainsi: quand la justice est partie, l'amour est demeuré plus fort. 13. On ne pouvait pas se doucher les jours de masochisme de ma mère. La radio recouvrait le bruit de ses opérations minutieuses de lavement et d'épilation. Le masochisme de ma mère n'est pas une métaphore, ou alors il n'est que cela. Dans mon esprit, il existe un conflit irréconciliable entre France Inter, l'abonnement à Télérama et ma mère. Ces 3 points, j'aurais beau faire, je ne pourrais jamais les relier. J'ai pu dire que nous vivions avec ma fratrie dans le vagin de ma mère. C'est une chose que j'ai dite dans Le pays est réel et que je regrette, parce que cette parole est restée en moi alors que la femme qu'elle était a disparu depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, le masochisme de ma mère, ce serait le kitsch, une collection d'anges joufflus sur les étagères d'une maison où je n'ai pas vécu et où je vais peu. 5 cm de cloison me séparaient de sa chambre. J'entendais les coups tomber avec une cadence d'horlogerie suisse. Chaque homme avait sa technique. Certains paraissaient velléitaires, d'autres plus cérébraux. Il y en a un que j'ai aimé, avec qui je prenais parfois un café dans la cuisine. Pour lui, j'ai vu ma mère pleurer dans un escalier. Je suis allé le chercher comme le dealer de ma mère. Le plus souvent, dans ma chambre, j'écrivais des poèmes. J'ai aussi beaucoup bandé dans son masochisme. C'était une réaction naturelle, mais problématique. Quand j'ai accusé ma mère, elle m'a appelé petit bourgeois. Puis elle a pleuré sur sa petite révolution sexuelle. Elle était jeune, ma mère. Par ma plainte, et ce procès que j'ai fait, ma mère a enduré une souffrance raffinée. Un jour, j'ai été le maître de ma mère. C'est une chose difficile à lui pardonner. Longtemps, j'ai pensé que cette enfance m'offrirait une vie héroïque. J'ai été déçu sur ce point, mais j'ai reçu, je crois, ma récompense dans le vaste monde. Tous les hommes dans la vie vécue et non vécue, tous les amours de toutes les sortes, et jusqu'à celui pour lequel je construisais une patience, je les dois à ma mère. Tout compte fait, le masochisme de ma mère, ce fut un don. Ce qui reste pourrait se dire ainsi: quand l'enfance est partie, l'amour est demeuré plus fort. 15. J'ai fait la connaissance de Ludovic au Sunset. Il vendait des glaces à la plage. Il m'a appris le mot triporteur, qui était important dans son activité. Sur le jukebox, il écoutait Tomber pour la France de Dao. Après quelques jours, il y avait Elvire et Sophie, et peut-être Alexandre, son frère. Mais Ludovic était le seul debout dans mon rêve. Tomber pour la France. Au milieu du champ de bataille, on ne voit rien. Chaque soldat contient la possibilité de la victoire ou de la défaite. Au milieu du champ de bataille, rien n'est encore gagné ou perdu. L'issue peut dépendre d'un seul, et la vie peut basculer à gauche ou à droite, s'enfoncer ou s'élever.
Chaque après-midi, Ludovic passait à la librairie. Il craignait les livres. Il les regardait sans les ouvrir. C'était une chose que je pouvais comprendre. Ce qu'il avait touché prenait une valeur particulière. Après le travail, nous allions jouer au flipper, puis nous finissions la soirée au Sunset. Les filles le cherchaient plus que moi. Elvire passait de l'un à l'autre selon les soirs. Avoir confiance dans sa danse. Sur la piste du Sunset, j'attendais la vague qui me porterait loin. Cédric, le DJ, savait où chercher dans ses boîtes à disques. Dans les dunes, où l'on se croisait la nuit à la recherche d'une même chose, il sifflait pour m'aborder. C'était souvent après la bataille, et on restait assis à attendre l'aube, trop fatigué pour parler. Au mois d'août, il a beaucoup plu à Trouville et au Touquet. C'est un été que Duras a mis dans un livre. Avec Ludovic, nous nous sommes offerts une semaine au camping. Sous la tente, j'occupais la place de gauche. Le matin, il partait se doucher le premier au bloc sanitaire. Son gant de toilette rose m'a étonné. Je veux dire, les formes diverses que prend la vie parfois. J'avais peu de temps pour soulager dans mon duvet un désir qui était fort. Peut-être n'en avait-il pas davantage pour un désir qu'il aurait eu lui aussi. Comment savoir maintenant ? Le souffle chaud de Ludovic la nuit préparait une vie de sommeil de l'autre à quoi je me savais promis. À la fin du mois d'août, les glaces avaient peu rapporté. En communiste, j'ai partagé l'argent en 2 parts égales. On s'est promis de s'écrire, ce que j'ai commencé à faire aussitôt monté dans le train. En septembre, mes lettres sont revenues l'une après l'autre. L'adresse était fausse, ou le nom, ou bien quelque chose que je ne sais pas et qui me tracasse encore. J'ai pensé mourir pour ces enveloppes retournées par la poste, et puis non finalement, pour la vie de sommeil de l'autre promise. J'ai attendu une réponse plusieurs années. J'écris souvent depuis le point de cette attente. L'idée de cette mort possible est revenue dans un taxi de Charleville-Mézières en lisant un panneau cambré. La question n'aura jamais été de pardonner. Ce pardon était acquis. Il est au principe de tout amour. La question, c'était plutôt de ne pas répliquer la trahison en cédant à la tentation de donner à mon tour à qui me la demanderait une mauvaise adresse. Ce qui reste pourrait se dire ainsi, quand la perte est partie, l'amour est demeuré plus fort. « 22. J'ai connu Patrick à 22 ans. Il était le chef d'une chose dans l'enseignement, et moi chef d'une autre qui comptait moins. Le long d'interminables réunions, nous recherchions notre compagnie. À midi, dans le parc Montsouris, je nous voyais marcher lentement sur le chemin du pays réel. Je me souviens d'une immense fatigue, à cause de l'enfant qui pleurait la nuit et alarmait mon cœur de père neuf. Le pays réel, dans sa bouche, ce fut l'éblouissement d'une question modeste. Serais-tu d'accord pour une sieste ? Et ce oui qu'il faut dire si on peut, pour avoir beaucoup d'amour et de toutes sortes dans le vaste monde. Quelques jours plus tôt dans Libération, des hommes racontaient l'annonce de la maladie dont on mourait et la rupture qui s'ensuivait le plus souvent. Je repense à mon désarroi, mon sens du devoir et à la grande ligne droite dont j'eus le pressentiment. Devant le Romance Club, où la sieste était planifiée, j'ai questionné Patrick sur la maladie. C'était une question qu'on nous apprenait à poser tôt, à l'époque où les hommes plus âgés nous initiaient au sexe et à quelque chose de plus. Il s'est arrêté sur le trottoir, il a dit la maladie et tout ce qui arriverait. Un très court instant, j'ai voulu fuir. Puis j'ai pensé à l'article de Libération. J'ai ramassé mon courage par terre, rue Montmartre, où je pouvais à peine marcher. Mon amour pour Patrick, ce fut un amour moral, et j'ai cherché la justice par lui aussi. Je suis entré pour la première fois dans un sauna. Patrick m'a expliqué le fonctionnement du casier, les paires de serviettes, et enseigné les codes à connaître. Ne regarde jamais fixement celui qui ne te plaît pas pour qu'il ne te suive pas toute l'après-midi. Sous le pommeau de douche, j'ai vu le corps maigre de Patrick, mais s'il avait des fesses encore. Je pouvais compter les vertèbres de son dos. Aujourd'hui,
Je m'étonne de ne pas avoir vu ce que tout le monde voyait pourtant. Beauté des ruines, beauté des planètes, beauté de la beauté passée, ma beauté. Patrick avait tant de beauté, et ces beautés étaient d'une qualité si rare qu'elles offraient immédiatement un privilège à qui pouvait les voir. Plus tard, à la fin d'une vie vécue, Patrick a dit « Tes yeux sont le miroir d'une beauté que j'ai eue. » Mais dans le 9e pays, je n'en avais pas d'autre. Il avait dû penser longuement cette parole, car la poésie ne lui venait pas naturellement. Patrick n'a jamais dit plus haut que « je t'aime beaucoup », ce qui suffisait dans le pays réel où l'on se passe facilement de vocabulaire. Dans la cabine étroite du sauna, comment rester en érection ? Un moment, j'ai pensé à l'enfant qui pleurait la nuit et alarmait mon cœur de père neuf. Puis j'ai chassé la pensée de l'enfant qui n'avait rien à faire là. Mais cet enfant, c'était moi, en un sens, qui avait tout à y faire. Il y avait la demande d'un amour. Cet amour, je l'ai donné, je l'ai pris. Et dans cette prise était l'amour en vrai. Ce qui reste pourrait se dire ainsi, quand l'amour est parti, quand la peur est partie, l'amour est demeuré plus fort. 23. Un jour de rupture, j'ai refusé le cadeau d'une écharpe en cachemire. Cette écharpe, Patrick l'avait achetée au printemps de la place de la Nation pour 320 francs. Dans mon souvenir, elle était longue, avec des franges et de fines rayures beige. Patrick redoutait le froid pour moi. Au sauna, quand nous sortions de la douche, il frictionnait mon dos avec vigueur. Un geste qui donnait à mon corps un contour que je n'ai jamais retrouvé. Sa sollicitude pour ma santé égalisait un amour inquiet. « Couvre-toi », disait-il avec autorité, en tirant la fermeture éclair d'une parka que nous avions choisie ensemble. Quand sa main arrivait au col, il m'embrassait, comme le point final d'un geste qu'il fallait accomplir lentement, mais qui devait aller jusqu'à son terme. Dans le refus de cette écharpe, il y avait une chanson de Maurice Fanon, mais aussi, pourquoi le nier, une certaine bêtise de psychanalyse. L'intelligence aurait été d'accepter ce symbole trop évident d'un attachement qu'il ne pouvait pas défaire. Il y a un danger chaque fois que l'interprétation précède le geste qu'elle devrait suivre plus tôt. Parfois, le danger n'est pas prouvé. Ainsi, il était justifié de ne pas déballer la parure de lit offerte par ma mère à Emmanuel pour son premier Noël dans ma famille. Cette écharpe aura été le dernier vêtement d'un cycle d'effets, avec les chemises de la boutique de la rue de Seine et les pulls nordiques de la place des Victoires. Patrick aimait les marques de qualité, comme ce qu'on se devait à soi-même et à moi donc. Le plus souvent, je préférais porter ces chemises. Il en jouait. Celle-là, je l'achète, je la porte, puis je te la prêterai pour te la donner. Cette transaction de chemise à boutonner et à déboutonner me soulageait d'un don. Quand on y pense, tout devrait prendre cette forme provisoire. Il m'est arrivé de rendre une chemise, puis d'en emprunter une autre, car parfois il y avait trop de chemises dans le placard. L'amour des garçons m'a toujours paru être une affaire de vestiaire partagée. Un jour, il fallut donner pour donner. Patrick avait dit « Prends cette chemise, je nage dedans ». Moi qui, dans ma vie d'adulte, suis passé du L au XL puis au L à nouveau, je comprends la tristesse de cette natation sans eau. Être le débarras de l'autre, c'est une chose qu'on peut parfaitement faire. Si j'avais accepté cette écharpe, elle serait perdue depuis longtemps. Au lieu de cela, elle reste au travers de ma gorge et garde finalement sa fonction première. Ce qui reste pourrait se dire ainsi, quand la cruauté est partie, l'amour est demeuré plus fort. La déception de mes enfants, la colère de leur mère, mais aussi pour moi la honte d'un désir transparent, ont fait de ce faux départ le premier jour d'une vraie rupture. Dans le taxi qui nous ramenait vers Paris, et parce que je me sentais mourir, j'ai pris une décision qui m'emporterait loin. Les vacances en Égypte ont fini par avoir lieu. Elles ont été le moment d'un adieu apitoyé à une famille que j'avais voulu pourtant. Luxor, Le Caire, Alexandrie, adieu. Cerf-Volant dans le désert, adieu. Plage du Giftoun, restaurant Felfela, maison d'Hurghada, adieu. Même s'ils sont les lointains descendants de Charon, on peut porter au crédit des douaniers de n'être pas psychanalyste. Ce passeport expiré m'aura valu des interprétations infinies de parents et d'amis.
Je me souviens de cet acte manqué dont on me rebattait les oreilles avec un air attendu, et le bien qu'on nous veut et le mal qu'on nous fait. Au commissariat, en retirant mon nouveau passeport, j'ai changé de signature. J'avais maintenant un nom, parfaitement lisible en lettres cursives. J'ai aussi doté ma descendance de son propre passeport. Enfant, ma première rupture a été annoncée par procuration. En apprenant qu'une fille priait Jésus tous les soirs pour que je reste, j'ai rompu immédiatement. Dans la cour de récréation, plusieurs Hermès se portèrent volontaires pour annoncer une nouvelle définitive. Ils jubilaient d'être les acteurs d'un petit drame, mais ils ignoraient encore selon quelles frontières et le long de quelles lignes seraient distribués les coups et les caresses pour eux. Comment quitter ? Cette question, il aurait fallu pouvoir la poser à l'oracle de Delphes. Dénués de culpabilité, les héros grecs n'ont aucun savoir à délivrer sur la rupture. Avec plus d'amour, mes parents m'auraient appris en se quittant. Les derniers jours, avec une femme que j'aimais, je suis devenu méconnaissable. Être quitté n'est pas toujours un raccourci. L'autre a ses raisons de ne pas vouloir nous simplifier la tâche. Il préfère que nous parlions avec un désir honnête ou une raison de nous admirer au moins pour un courage. Si on a plusieurs vies, il faut mourir de plusieurs morts. Je vivais sous le coup d'une double méprise. Je me croyais coupable dans le 9e pays et innocent dans la vie réelle. J'étais un rêveur sincère, mais un homme qui se cachait. J'ai rompu le jour de Noël. Je suis resté longtemps devant l'immeuble sous la pluie. Dans le caniveau, un pigeon déplumé prenait sa douche, apparemment heureux d'être lui-même. Un moment, je l'ai envié. Aujourd'hui encore, j'ignore ce qui m'a fait précipiter un départ qui aurait pu attendre, ni pourquoi ruiner ma réputation me parut la seule option valable. Moi non plus, je n'aurais pas appris à mes enfants comment quitter. Dans ce domaine, il n'y a pas toujours de solution esthétique. Quand Emmanuel a fait ce qu'il devait faire et qu'il a quitté pour moi, il a seulement dit « plus jamais cela ». C'est une promesse que je ne peux pas jurer, mais un vœu que je comprends. Ce qui reste pourrait se dire ainsi « quand ma lâcheté est partie, l'amour est demeuré plus fort ». 46. Mon père s'endort la radio allumée. C'est l'idée pure d'une solitude qu'il appelle se suffire à soi-même. Quand je le retrouve sur le quai de la gare, nous nous serrons la main. Un jour, je n'aurai plus honte de mon père, ou j'aurai la fierté de mon père, ce qui peut se lire dans les deux sens. Après une chute, l'hôpital m'a appelé. Fils, je suis le seul numéro de son répertoire. Je me suis inquiété des chats dans son appartement et j'ai pris le train pour les chats et pour mon père. Chaque vacances, mes parents abandonnaient un chat sur une aire d'autoroute. Ils feignaient de vaines recherches pour nous les enfants, mais je savais qu'ils jouaient une scène que je reconnaissais. Une fois, c'était sur les quais du Rhône à Lyon. La voiture repartait et moi, collé contre la vitre, sans pouvoir dormir, je pensais aux chats perdus dans le vaste univers grec. Que faisaient-ils les chats dans l'appartement de mon père ? Je les ai entendus miauler derrière la porte. Il reste, quelque part en moi, une image de la désolation de mon père. Cette montagne de déchets de ce non-appartement de la non-vie vécue de mon père. J'ai appelé Emmanuel. Ici, Houston, on a un problème. L'appartement de mon père, je l'appelle Houston maintenant. Emmanuel a pris le train pour moi et pour les chats de mon père. Je l'ai attendu sur le palier. Ensuite, Romain est arrivé avec son camion, son sens pratique, des combinaisons bleues et des masques. Nous avons tout jeté, repeint, tout repeint. Emmanuel a vomi en nettoyant la salle de bain d'un père qui n'était pas le sien. Je l'ai rincé avec le pommeau de douche. Cela nous a dégoûtés, mais fait rire aussi. Zone industrielle de Lisieux, près de la déchetterie, j'ai vu mon père pleurer. C'était un désastre, mon père pleurant sur ce canapé de velours marron de Conforama. Et je lui ai dit « Regarde mon regard et vois que rien ne doit te faire honte. » C'était une chose bien théorique à dire et je m'en étonne. Mais je partais déjà vers le 9e pays, où tout est tranquille et où je parle comme un sage. Dans le pays réel, Emmanuel cherchait le fauteuil le moins laid et le plus lavable. Emmanuel, qui fait ce qu'il faut faire, à quoi je le reconnaîtrai toujours. À la fin de la journée, nous avons quitté un appartement d'une vie à vivre.
Dans ma poche, une photographie de mon père, enfant, trouvée au milieu d'atlas et de cartes marines. Il se tient devant une grande maison de Barcelone sur un petit muret. Il a un sourire plutôt timide et des cheveux qui tombent sur son front. Je ne connais pas cet enfant, je ne connais pas mon père. Je dirais pourtant qu'il me paraît posé depuis le 9e pays et qu'il avait des rêves. Ce qui reste pourrait se dire ainsi, quand la honte est partie, l'amour est demeuré plus fort.